Il est Bonjour tout le monde. Il est midi, donc on va commencer d'ici quelques minutes. Je vais partager mon écran. Mon nom est Chantal Valran. Je suis conférencière chez Substance, anciennement Jeunesse sans drogue. Peut-être que vous avez assisté à certaines de nos présentations dans le passé. On a changé de nom depuis septembre dernier. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin. On va voir comment ça va avec l'interaction, puis où est-ce qu'on va, mais on a maximum 1 heure, mais habituellement, là, on devrait avoir fini d'ici 45 à 50 minutes. Je vous invite à utiliser la fonction du chat. Si vous avez des questions en cours de route, ça va nous faire plaisir de répondre à la fin ou de répondre au fur et à mesure. J'ai 2 collègues ici, Susan et Steve, qui vont pouvoir me prêter main forte parce que des fois, j'ai de la difficulté à aller accéder au chat pour voir les questions en temps réel, mais mes collègues vont pouvoir m'aider. Aussi, à travers la présentation, je vais vous demander d'interagir. Je vais vous poser des questions, pas pour venir à la caméra, etc. C'est juste vraiment de répondre à travers le chat aux questions qui vont vous être posées. Alors, sans plus attendre, je vais partager mon écran. Puis j'espère que tout va bien fonctionner. Donnez-moi 2 minutes. OK. Susan, Steve, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit très bien, merci. Parfait, merci. Alors aujourd'hui, on a déjà fait des présentations dans le passé sur différentes substances, sur la santé mentale, mais aujourd'hui, on voulait s'attarder sur vraiment la deuxième partie de notre signature avec Substance, qui est On s'informe, on en parle. On voulait vraiment mettre l'accent sur la conversation, puis comment aborder ces sujets-là. Parce qu'on sait qu'un des freins parfois de vouloir aborder les questions de substance avec les jeunes, c'est ben je sais pas trop comment faire, je sais pas à quel âge je devrais commencer, je sais pas par quel bout le prendre ou j'en connais pas assez, je me sens pas à l'aise d'en parler. Le but de notre présentation aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous donner des outils, de l'information et une ressource aussi pour revenir à la fois avec cette présentation-là qui va être disponible sur notre site, à la fois avec tous les outils qui sont disponibles sur notre site que je partagerai avec vous pour que vous puissiez avoir une place à aller pour avoir de l'information, des ressources, des outils pour pouvoir aborder les conversations sur les substances avec les jeunes et les poursuivre. C'est vraiment dans une optique aussi, c'est pas une question de dire, ben j'en ai parlé, je coche ça sur ma liste, j'ai plus besoin d'en parler maintenant. La conversation, elle se veut continue et si on met une bonne base dès le départ avec nos jeunes, ben, ça va être plus facile de le faire sur une base continuelle après. Alors, je vous parlais de justement, on a changé de nom. Notre vision est demeurée exactement la même que à l'époque où on était jeunesse sans drogue. Notre vision, c'est de s'assurer que tous les jeunes puissent vivre leur vie à l'abri de la consommation problématique de substances et de la dépendance. On ne se met pas la tête dans le sable. On le sait que la consommation fait partie de notre vie, de la vie de nos jeunes. On sait qu'en moyenne au Canada, l'âge d'expérimentation avec l'alcool, encore une fois, en moyenne, ça peut changer de région en région, mais c'est 13 ans. Et la première consommation de cannabis chez les jeunes à travers le Canada est de 14 ans. On sait aussi que 90% des adultes qui vivent avec une dépendance ont commencé à consommer à leur adolescence. Dans cette optique-là, d'approcher le sujet avec une approche d'abstinence à tout prix fait que fort probablement, il y a une grande partie à la fois des jeunes et des parents qui vont penser qu'on ne s'adresse pas à eux. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse être l'endroit
pour les gens qui puissent venir chercher de l'information, même si leurs jeunes n'ont pas encore commencé à consommer ou ont déjà consommé, peu importe où est-ce qu'ils sont sur le continuum de la consommation, on veut être une ressource pour eux. Alors, on est là pour s'assurer que il n'y ait pas de consommation problématique ou de dépendance. Alors aujourd'hui, j'en ai parlé un peu en amont quand on a commencé la présentation, mais on va aborder vraiment 4 sujets. Euh, on va parler des sujets reliés aux substances qui sont importants pour les parents et les adolescents. Chez Substance, on fait une étude à tous les 2 ans sur les tendances, les perceptions, les opinions sur la consommation de substances, puis ce qu'ils savent ou discutent à ce sujet-là. Puis je vais partager avec vous là, ce qu'on a remarqué à travers les années sur les sujets qui sont plus importants pour les parents et les ados. On va parler aussi de quelle est la meilleure façon d'aborder ces conversations-là qui peuvent paraître un peu plus complexes. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Puis encore là, ça ne veut pas être des scénarios scriptés là, de façon contraignante, mais plutôt des pistes de solutions, des amorces à avoir avec nos ados. En même temps, on va parler des barrières qui peuvent nous empêcher de communiquer par rapport aux substances ou à la consommation. Les freins qui peuvent justement, dans certaines familles, exister, qui fait qu'on a peur ou on ne veut pas en parler. Et enfin, à la fin de la présentation, je vais vous présenter des endroits où est-ce que vous pouvez trouver du soutien pour aider les jeunes dans vos vies. Donc, des ressources qui sont disponibles à travers surtout notre site web, là, mais gratuites et confidentielles que vous allez pouvoir utiliser. Fait qu'on va partager ça en fin de présentation aujourd'hui. Alors, comme je disais, le premier point, quels sont les sujets en lien avec les substances qui sont les plus importants pour les parents et les adolescents selon notre enquête que l'on a eue? Alors, c'est là que je vais vous demander de participer. La première question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est, selon vous, quel est le pourcentage de parents qui affirment avoir parlé de consommation avec leurs jeunes au moins une fois dans les 12 derniers mois? Donc, à travers le chat, vous pouvez m'indiquer si vous croyez que c'est 15 31 54 ou 83 Qu'est-ce qu'on pense de ça? OK, je vois 31. Ah, là, je commence à voir le chat. OK, 15, 31, 31, 31. OK. Alors, je vais vous dire c'est quoi? C'est 83 Je suis porteuse de bonnes nouvelles ce midi. En fait, ce fut le cas dans les 2 dernières études de suivi qu'on a fait à la fois en 2020 et en 24. Pendant ces 2 années, les jeunes ont déclaré un taux similaire, à savoir qu'ils avaient parlé au moins une fois à leurs parents ou un adulte de confiance. Fait à la fois, parce qu'on fait un sondage à la fois avec les parents puis les ados, puis c'est confidentiel des deux côtés, ils savent pas ce que les gens vont répondre, donc ils sont pas influencés en se disant j'ai peur de dire que mes parents n'en ont pas parlé, fait que je vais augmenter la perception qu'ils en ont parlé. Là, ça se fait de façon confidentielle. Mais 83 des gens qui ont été sondés à travers le Canada indiquent avoir eu une conversation. Donc, c'est des bonnes nouvelles. La vaste majorité des gens disent qu'ils en ont parlé. Puis là, on va un petit peu plus loin dans notre enquête, puis on demande, mais de quoi avez-vous parlé, entre autres, quand on parle de consommation et consommation slash santé mentale? Donc, je vais partager avec vous les sujets qui ont été le plus fréquemment abordés par les parents comme source de préoccupation. Une des premières, c'est les façons qu'on peut gérer le stress et l'anxiété. Donc, les mécanismes d'adaptation, en fait, là, par rapport à le stress et l'anxiété. Et en fait,
chez nous, on a fait justement une présentation qui s'intitulait cet automne Une rentrée sur une note parfaite. Puis on examinait en profondeur là, le rôle de la consommation de substances comme mécanisme d'adaptation par rapport au stress et à l'anxiété. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir sur notre site web et vous pouvez regarder cette présentation-là dans votre propre temps. Mais c'est vraiment un des sujets qui a été abordé de façon plus fréquente dans l'optique où la consommation de substances peut jouer un rôle sur la façon dont les jeunes peuvent aborder leur stress et l'anxiété dans leur euh, ils peuvent utiliser les substances comme mécanisme d'adaptation pour gérer le stress et l'anxiété. Un autre sujet qui a été abordé, c'est les risques de consommer des drogues de rue. Donc, quand on parle de façon des drogues illicites, ça semble être pour 87% des discussions qui ont été abordées, un des sujets là, qui était très important pour les parents de discuter avec leurs enfants. Un autre, les risques du vapotage. On sait que le vapotage est de plus en plus prévalent chez nos jeunes. Malheureusement, là, on avait fait des avancées avec le tabac et la cigarette qui est presque remplacé maintenant par le vapotage. Donc, les risques de vapotage ont fait partie des discussions des parents avec leurs jeunes. Façon pour les jeunes de refuser de consommer des drogues. Donc, 54% des ados âgés de 13 à 19 ans ont déclaré qu'ils aimeraient disposer de plus de stratégies pour refuser des drogues lorsque leur en propose. Donc, et 84% des parents qui ont eu des conversations sur les substances ont parlé de ça. Donc, avant un party, en amont, être capable d'aller avoir des stratégies ensemble pour dire qu'est-ce qu'on pourrait dire dans une optique où je ne veux pas consommer ou je ne veux pas consommer plus. Qu'est-ce que je pourrais dire pour pas me gêner? Parce qu'on sait bien qu'ado, on veut sauver la face et on peut être dans des situations où on ne sait pas quoi dire. Donc, c'est un des sujets qui était abordé. C'est un des sujets qui était accueilli par nos jeunes aussi. Un autre sujet, les risques de prendre la route avec un conducteur dont les facultés sont affaiblies. C'est un des sujets qui était à 81% par nos parents, qui a été abordé avec leurs jeunes. Et enfin, les risques de conduire avec les facultés affaiblies. Donc, c'est à la fois être passager, puis à la fois prendre le volant, qui a occupé les conversations entre parents et jeunes de façon plus prépondérante. À l'inverse, de quoi on a moins parlé. Donc, ça a été abordé, mais ça venait, c'était les choix les moins populaires, si on peut dire, par rapport aux préoccupations qui ont été moins discutées. Inquiétude si un jeune consomme des drogues. Donc, dans l'optique où, quand je parlais du continuum de consommation chez nos jeunes, si un parent soupçonne qu'un jeune peut avoir commencé à consommer des drogues, il y a peut-être un frein ou une certaine inquiétude à vouloir en parler. Ça fait moins partie des sujets qui sont abordés. Le danger de consommer des drogues contaminées avec du fentanyl, c'est un sujet abordé, mais encore là, comme je disais, ça a été un des sujets les moins populaires. Cela dit, ça dépend des régions. On est un organisme qui travaille à l'échelle nationale au niveau du Canada. Alors, quand on parle à nos parents, nos communautés en Colombie-Britannique, par exemple, ce sujet-là faisait partie d'un des sujets les plus populaires. On comprend que la crise des opioïdes est présente à travers le Canada, mais a une présence plus soutenue, malheureusement, en Colombie-Britannique. Donc, ça fait partie plus des sujets abordés par les communautés dans l'Ouest. Les risques de mélanger alcool et cannabis, ça a été abordé, mais de façon moins importante. Les risques de consommer des médicaments sous ordonnance pour se geler, dans le sens où, à titre récréatif, de ne pas prendre des médicaments parce que les jeunes ont des prescriptions, mais c'est parce qu'ils prennent
à usage récréatif. Et enfin, la teneur de THC dans le cannabis. Dans d'autres présentations, on parle de la différence justement du THC et du CBD. Le THC étant la matière au sein du cannabis qui fait qu'on a un certain buzz, on a une certaine euphorie. La teneur en THC est calculée par pourcentage, puis plus le pourcentage est élevé dans le THC, plus le buzz est important, plus il y a des risques inhérents à une dépendance, à des psychoses, etc., etc. Donc, des parents ont abordé ce sujet-là, mais avec il y avait un moins fort pourcentage de parents qui en ont parlé avec leurs jeunes. Encore une fois, je vais vous inviter à aller dans le chat. Est-ce que vous pensez que les parents sont plus susceptibles de surestimer ou de sous-estimer la probabilité qu'un jeune soit le passager dans une automobile dont le conducteur est sous l'influence de l'alcool ou du cannabis? Je parlais dans les diapos précédentes que c'était un des sujets qui était abordé, soit d'être passager ou d'être conducteur. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les parents sont susceptibles de surestimer que leur jeune ou un jeune soit passager dans une automobile avec quelqu'un qui a consommé ou sous-estimer? Je vous invite encore une fois à aller dans le chat, puis je vais aller voir mon chat. Alors, je vois que les gens surestimer, jusqu'à présent, c'est ce qui semble rentrer. J'ai une personne qui... Ah, bonjour, Joanie. J'ai une personne qui a dit, Joanie, qui a dit sous-estimer. Sous-estimer. Surestimer. OK. On va aller voir c'est quoi la réponse. La réponse, c'est surestimer. En fait, il y a 2 fois plus de pourcentage que ce que les ados avouent. Ce que je veux dire, c'est qu'à peu près 25% des parents vont dire que il y a une chance que les ados soient passagers dans une automobile avec un conducteur dont le conducteur est sous influence, alors que quand on sonde les ados pour dire quelle est la probabilité qu'un jeune soit passager dans une automobile, eux, ils estiment ça environ à 10%. Donc, puis pas que je veux en aucun, cette diapo-là n'est pas là pour dire que qu'il n'y a pas des risques, que c'est pas dangereux, etc. Mais de façon générale, les parents vont penser que leurs jeunes sont plus à risque que ce que les jeunes pensent. C'est le but de cette diapo-là. Fait que justement, parlons-en des statistiques. Par rapport à la conduite sous influence de substances, un quart des parents pensent que leurs ados ont déjà pris la route dans une voiture dont le conducteur avait les facultés affaiblies. Mais 10% des ados disent avoir déjà pris la route dans une voiture dont le conducteur était sous l'influence de substances. Donc, on voit que les parents pensent que c'est 2 fois plus. Et une autre statistique intéressante, c'est que 20% des parents pensent que la conduite sous influence de cannabis est moins dangereuse que la conduite sous influence de l'alcool. En fait, ce qu'on sait, c'est que dans les décès qui sont constatés suite à un accident de la route où est-ce qu'il y avait consommation de substances, la substance la plus présente, c'est le cannabis. Je parle de cause de décès par rapport à la conduite sous influence de substances. Donc, le cannabis a un rôle important à jouer, malheureusement, sur les décès sur la route et n'est pas sans conséquence quand on consomme. En fait, quand je parle d'abstinence, je parlais d'abstinence plutôt en disant c'est pas la seule approche à la réduction des méfaits. Quand on vient à la conduite sous influence de substances, c'est sûr que quand on parle à nos ados, c'est là qu'il faut vraiment mettre en place des stratégies
pour diminuer au maximum les risques. Et si je vous demandais, comme ça, brûle pas point, de partager dans le chat quelles sont, entre autres, des stratégies qu'on pourrait penser à utiliser pour éviter les risques et s'assurer d'arriver à destination. Quel genre de stratégie on pourrait mettre en place avec nos jeunes? Est-ce que des gens ont des idées? Je vois que les gens commencent à écrire. Organiser son transport de retour, bien sûr, oui. Toujours avoir un plan B. Identifier un chauffeur désigné, un chauffeur sobre, effectivement, oui. Que le jeune dise qu'il y a déjà un autre transport. Effectivement, quand on parle des stratégies sur comment s'en sortir et contacter ses parents, oui. Je ne sais pas si, Annie, vous aviez suivi un de nos autres ateliers, mais c'est une des stratégies dont on parlait aussi, effectivement. J'attends, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire quelque chose. Alors, à date, j'ai un plan B, un chauffeur désigné, un code avec le parent quand il veut un livre sans avoir de l'air. Bravo, Nancy Tivière, je suis contente. Oui, alors, tout ça fait partie de stratégies. Donc, désigner un conducteur sobre, trouver un moyen de transport autre. Donc, on parle de taxi, transport en commun, etc. Appeler un parent ou un adulte de confiance, passer la nuit à cet endroit si cela ne présente pas de danger parce que euh, comme je vous dis, on présente à travers le Canada, puis il y a de certaines communautés où est-ce que c'est pas facilement accessible d'avoir un taxi ou un transport en commun ou un Uber. Donc, c'est aussi savoir si j'ai consommé à une fête à quelque part, mais que j'ai pas accès à ces choses-là. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse coucher sur place sans qu'il y ait de danger avec soit un ami ou quelqu'un de confiance? Donc, ça peut être une façon. Mais aussi, justement, d'avoir un code. Je reviens il y a quelqu'un qui l'avait identifié, là, Madame Tivierge, que j'étais contente, un code avec les parents. Euh, Peut-être que votre jeune n'est pas à l'aise. Si c'est son ami, par exemple, qui a consommé, premièrement, on devrait encourager l'ami à ne pas conduire, mais de là à prendre parole, puis de prendre position, puis de dire, je ne veux pas embarquer avec toi parce que je pense que tu as consommé, puis je ne me sens pas en confiance, ça prend beaucoup de courage. Puis ça peut être aussi dans l'optique où ce que votre propre jeune a consommé, puis il ne se sent peut-être pas en confiance, à l'aise de le dire. Donc, ce qu'on préconise aussi, c'est peut-être avoir un code avec soit un parent ou quelqu'un de confiance ou, par exemple, c'est un exemple que j'ai donné dans le passé, l'ado va appeler pour dire, j'ai oublié mes clés, peux-tu débarrer la porte? Ça, c'est un code tout de suite pour le parent qui savent que le jeune a besoin qu'on aille le chercher et sans question, on y va ou on organise un transport pour le jeune. Puis à ce moment-là, le jeune n'a pas besoin de dire, moi, je ne me sens pas en confiance, je ne vais pas embarquer avec toi. Le blâme revient aux parents ou à l'adulte significatif qui dit, on a quelque chose demain, je m'en viens te chercher, peu importe. Moi, je suis maman aussi de deux ados et ça va me faire plaisir d'aller les chercher puis de prendre le blâme moi-même. Puis le jeune, à ce moment-là, va pouvoir avoir cette porte de sortie-là. Alors, merci pour votre participation là-dessus. Ça revient souvent aussi. J'ai justement fait une présentation il y a 2 jours, puis c'est une autre question qui m'est revenue. Les gens qui me demandent, ben, est-ce que c'est OK de laisser mes ados boire de la bière ou de prendre du cannabis ou de consommer à la maison, puis d'organiser une fête chez nous? À ce moment-là, je vais savoir qu'ils sont en sécurité, je vais pouvoir surveiller leur consommation d'alcool et de cannabis, puis je vais développer des gens qui sont responsables par rapport à la consommation. Est-ce que vous êtes en désaccord, en accord, tout à fait d'accord? Pas de jugement ici, là, c'est vraiment juste pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez que les parents pensent, en fait? Vous êtes pas obligé de vous engager. Quand on a passé ce sondage-là à nos parents, combien de parents dans notre étude ont répondu de cette manière-là? Donc, je ne vous demande pas nécessairement à vous, je vous demande dans l'ensemble, qu'est-ce que vous pensez que notre étude a démontré? Est-ce que les parents sont en désaccord, en accord ou tout à fait en désaccord? D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il y a un sentiment de
Mes enfants vont être plus en sécurité parce que je vais être là, je vais savoir qu'est-ce qu'ils vont prendre, je vais pouvoir intervenir s'il y a une situation d'urgence, ils vont être en sécurité. Voici mes pourcentages. Très en désaccord, 36 en désaccord, 28 je suis en accord, 27 et tout à fait d'accord, 10 Ça, c'est l'étude de suivi qu'on a faite en 2022. C'est vraiment une question d'opinion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Je partage avec vous, dans l'ensemble du Canada, la population de parents, mais je dois dire qu'il y a des nuances culturelles aussi. Nos populations francophones, de façon générale, surtout au Québec, étaient plutôt en accord qu'en désaccord. Mais là, je vous montre le pourcentage là, à l'échelle nationale. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette question-là, euh, c'est la question de modéliser des comportements sains. Est-ce que si on modélise des comportements sains par rapport à la consommation, par exemple, ça va encourager mes jeunes à faire le même? On travaille avec des psychologues, des psychiatres, des pédiatres à travers le Canada, puis on a accès aux recherches qu'ils font euh, sur les sujets de consommation et de santé mentale. Puis entre autres, ce que les recherches et les études nous démontrent, c'est que les liens affectifs qu'ont les parents, les adultes significatifs avec les jeunes, leurs jeunes dans leur vie, jouent un rôle crucial en ce qui a trait à la consommation de substances. Donc, on sait qu'une dynamique familiale positive va bâtir des liens de confiance, puis va entraîner vraisemblablement parmi les jeunes des comportements qui vont être semblables à ceux de leurs parents. Donc, en gros, un jeune qui voit ses parents comme des modèles va imiter leur comportement. Je veux être comme toi quand je vais être grand, genre d'affaires. Donc, si vous êtes un adulte qui consomme de l'alcool, votre choix de conduire de façon sobre, donc de ne pas consommer quand vous prenez le volant, ou de prévoir si vous allez chez des amis, vous savez que qu'il va y avoir du vin puis que ça va être bien arrosé, que vous ayez pris des moyens justement pour ne pas prendre votre véhicule, fort probablement que ces comportements-là vont être reproduits chez vos jeunes. Donc, euh, votre attitude et vos comportements par rapport à la consommation va jouer un facteur décisionnel dans les choix que les jeunes vont faire en matière de substances. Donc, en même temps, si les ados constatent que leurs parents sont plutôt relax face à la consommation de substances, fort probablement qu'ils vont imiter aussi ces comportements-là. Si un parent, dans cette optique-là, organise un party, puis précise que l'usage des substances, c'est permis, euh, ce qui a été noté, c'est que le jeune va probablement voir la consommation comme étant quelque chose de plus normalisé. Ça veut pas nécessairement dire que ça va en faire des consommateurs responsables. Donc, la corrélation entre j'ai supervisé la fête puis je me suis assurée que tout était correct, quand on voit ces jeunes-là plus tard comme consommateurs, par exemple comme jeunes adultes, ça ne veut pas nécessairement dire que ces jeunes-là sont des consommateurs ce qui a été constaté, plus responsables par rapport à leur consommation. Dans certains cas, ça a pu normaliser la consommation. Cela dit, si on parle de facteurs de risque avec eux, si on les expose aux risques potentiels, puis qu'on a des conversations authentiques et informées sur le sujet, bien, comme je disais, qu'ils boivent à la maison ou pas, mais si vous ont accès à de l'information sur comment diminuer les risques, ben il est fort probable que vos jeunes vont adopter un comportement plus sain par rapport à leur consommation. Mais ça demeure que aussi, il est important d'établir des limites claires en matière de consommation de substances, surtout quand on parle, par exemple, de conduire avec faculté affaiblie, pour que les jeunes savent justement, on le dit souvent ça, mais la modélisation vient aussi avec être capable de tracer des paramètres puis de dire voici ce qui est toléré dans notre famille
ce qui ne l'est pas, puis quelles sont les conséquences par rapport à ça. Mais encore une fois, dans une optique de dire, je vais être là s'il y a quoi que ce soit, tu peux m'appeler, puis je vais je vais pouvoir aider. Une autre statistique intéressante, 32% des adolescents qu'on a sondés déclarent ressentir beaucoup de pression pour essayer des drogues. Donc, dans un environnement où est-ce qu'on fait une fête puis on est permissif, ça peut contribuer à cette impression-là qu'il y a une certaine pression pour s'initier à la consommation ou avoir une consommation qui se verrait être normalisée. Cela dit, un tiers des ados songent à consommer des substances comme mécanisme d'adaptation. On en parlait plus tôt dans les sujets abordés avec les parents. La gestion du stress, la gestion d'anxiété fait partie des conversations, des sujets de conversation à propos de la consommation. Et c'est fait de façon juste parce que c'est pas juste une question de mon jeune va aller à un party et c'est dangereux parce qu'il va être initié, puis etc., etc. Il y a aussi une consommation qui se fait chez nos jeunes de façon solitaire pour pouvoir parer à un stress ou à un trouble anxieux. Trois quarts des ados qui ne consomment pas de drogue disent le faire à une fin de ne pas inquiéter leurs parents. Ça, c'est intéressant parce que, comme je vous disais plus tôt, je suis maman aussi de deux enfants, puis on se dit souvent, mon Dieu, ça sert-tu à quelque chose? Justement, peut-être qu'un des freins à commencer la conversation aujourd'hui, c'est de se dire, ça va-tu donner quelque chose? Ben, trois quarts des ados veulent pas inquiéter leurs parents parce que quand on partage quels sont les risques inhérents puis quelles sont nos préoccupations, les jeunes sont plus au parfum justement de quels sont les risques puis qui en ont parlé avec leurs parents. Puis quand on leur demande, ben qu'est-ce qui fait que tu as décidé de moins consommer, de ne pas consommer, dans 76% des cas, ils nous disent parce que je veux pas que mes parents s'inquiètent. La moitié des ados qui disent aussi qu'ils auraient aimé avoir des meilleures stratégies pour dire non aux drogues avant que quelqu'un leur en offre. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a quand même un pourcentage important de jeunes qui sentent la pression de leur père autour d'eux de consommer. Puis, la moitié d'eux diraient, j'aimerais donc pouvoir savoir quoi dire. D'où l'importance d'avoir ces conversations-là avec nos jeunes. Puis, un adolescent sur cinq rapporte qu'une personne parmi son cercle d'amis a une mauvaise expérience avec la drogue, y compris une hospitalisation. Ça peut être un sujet intéressant à aborder aussi avec nos jeunes, mais on sait que les jeunes sont au courant de ce qui se passe chez les autres, puis quand ils observent aussi des comportements où est-ce qu'il y a eu une consommation qui a mené à une mauvaise expérience, ils ont peut-être souvent besoin d'en parler, crainte à ce que ça arrive à eux ou crainte que des méfaits qu'ils voient de la consommation chez leurs amis. Donc, on en vient à quelle est la meilleure façon d'aborder les conversations difficiles sur la consommation de substances. Il y a peut-être une autre façon de le dire aussi. J'appelle ça une conversation difficile. Euh, Ça peut être une conversation brave aussi, dans le sens où ça peut être intimidant. C'est pas nécessairement difficile parce que on veut justement normaliser cette conversation-là et en faire un dialogue continu, mais peut-être qu'au départ, les premières fois qu'on amorce le dialogue, on peut trouver ça difficile. Comment on arrive à être brave puis pouvoir en parler avec nos jeunes? On va explorer ça ensemble. Pour débuter, je vais vous demander encore là par rapport à notre sondage qu'on a fait, quelle est la source selon vous en laquelle les adolescents disent avoir le plus confiance en ce qui a trait à la pertinence des informations sur la consommation de substances? Donc, quand on leur demande quelle est votre source la plus fiable d'informations sur la consommation de substances, qu'est-ce que nos ados ont répondu? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils ont répondu les parents, l'école, les médias sociaux ou les amis? Je suis en train de regarder. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui a marqué dans le chat que le team a fermé et qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre la réponse. On va envoyer l'enregistrement
du webinaire plus tard aujourd'hui. Donc, vous allez avoir accès là, au webinaire. Fait que vous allez pouvoir avoir tous les parents. Et j'ai du monde qui sont au parfum de ce qu'on fait, ou ils ont peut-être vu d'autres présentations. Médias sociaux, amis, je suis contente que vous dites parents parce que voici les pourcentages. Oups, attendez, je reviens en arrière. J'allais trop vite. 67% de nos ados disent que les parents, c'est une source pertinente d'informations sur la consommation. Avant l'école, avant les médias sociaux, avant les amis. Puis il y en a plusieurs d'entre vous qui ont identifié les parents. D'où l'importance que vous venez aujourd'hui puis que vous ayez l'information nécessaire pour amorcer le dialogue avec vos jeunes. Mais les jeunes, ici, ce qui est important, c'est la grande question, là, c'est fiable puis pertinent. Nos jeunes ont développé un esprit critique par rapport aux médias sociaux, puis par rapport à leurs amis, malgré le fait qu'ils ont de la pression de leurs amis, qu'ils sont conscients que leurs amis vont peut-être leur donner avoir de l'influence pour les inciter à vouloir consommer. Ils vont croire, ils vont être à l'aise et avoir confiance à la discussion d'un parent informé qui va approcher justement avec curiosité, sans jugement, son ado pour pouvoir parler de consommation. Donc, par exemple, à la suite de l'atelier aujourd'hui, si vous approchez vos ados, j'ai entendu telle affaire, qu'est-ce que tu en penses? La façon dont vous allez aborder vos jeunes, vous allez commencer le dialogue a une influence positive parce que dans ce cas-là, comme je dis, 67% de nos ados disent qu'ils vont faire confiance à l'information que vous allez véhiculer. C'est des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors, comment on se prépare pour avoir justement des bonnes conversations, des discussions fructueuses avec nos ados? Je vais vous partager avec vous quelques trucs. Dans un premier temps, soyez calme. C'est pas le temps. Soyez calme va souvent aussi avec le timing de nos discussions. Si vous constatez que votre jeune, à la suite d'une soirée, rentre à la maison, elle a de l'air amochée, et ça déclenche des émotions fortes chez vous, c'est peut-être pas le temps d'en parler. Dites-vous que c'est pas le temps de perdre son sang-froid, la colère, euh, ça mène pas nulle part. Donc, c'est bien d'être calme, simple, direct dans vos propos pour pouvoir justement avoir une conversation où est-ce qu'il va avoir une conversation puis un dialogue et non pas un sermon. Mettez-vous aussi dans la peau de votre ado, dans le sens où si vous n'êtes pas à l'aise puis vous trouvez peut-être que c'est un sujet difficile, peut-être aussi que votre ado peut penser qu'il est malaise, ressentir votre malaise. C'est correct de le dire puis de l'identifier. Écoute, je veux te parler de quelque chose, ça me tient à cœur, mais je suis pas nécessairement très à l'aise de t'en parler. J'aimerais ça que tu puisses accueillir ça puis qu'on puisse en parler ensemble. Mais votre ado aussi, peut-être que lui aussi, il trouve ça difficile d'en parler. Donc, d'être capable d'établir à la base que vous n'êtes pas nécessairement l'expert là-dedans, puis que vous faites de votre mieux, ben ça va peut-être faire la même chose pour votre ado aussi, ou est-ce que votre ado peut trouver ça difficile aussi, puis soit plus dans un meilleur état d'esprit si vous avouez votre inconfort au début. Puis de garder l'esprit ouvert. Dans l'optique où est-ce que vous voulez avoir une conversation productive, puis il faut garder en optique que si c'est productif, lorsqu'un enfant se sent soit jugé ou blâmé, il est moins susceptible d'être réceptif à votre message. Donc, avoir une certaine, l'esprit ouvert, de savoir que on va approcher ça avec curiosité et pas jugement, qu'on va pouvoir accueillir ce qu'on va entendre auprès de notre ado, va faire que si on met la table dans cette optique-là puis qu'on dit on est curieux, euh, notre adolescent ne se sentira peut-être pas jugé et va être plus en dispo à vouloir discuter de ce sujet-là avec vous. Identifiez clairement votre objectif. Des fois, on part en peur, dans le sens où on entend quelque chose puis on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Par exemple, il y a eu
une prise de comprimé chez un ado dans notre communauté, puis il y avait du fentanyl dans le comprimé, puis il y a eu une surdose, puis là, on a peur, puis là, on veut en parler. Mais là, tout à coup, parce que là, on ouvre le sujet, puis on dit, je vais parler de consommation avec mon jeune. Là, on parle d'opioïdes, puis de ne pas prendre des médicaments à titre récréatif. Mais là, en même temps aussi, il faut que je te parle de, il ne faut pas que tu prennes le volant quand tu as pris, quand tu as consommé, puis en passant, mais même si tu ne prends pas le volant, il faut que tu t'assures que c'était pas, je veux dire, là, on y va, puis on va tout déballer parce que c'est le temps, puis on va en parler. Je vous conseille, à l'inverse, de bien dire, voici qu'est-ce que je veux communiquer aujourd'hui, avant même d'avoir cette conversation-là, avec vous-même, que vous soyez capable d'établir qu'est-ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Il y a une situation d'opioïde, j'aimerais ça parler de ça, puis je veux évaluer qu'est-ce que mon ado sait par rapport à ça. Est-ce qu'il est au courant qu'il y a des gens qui prennent des comprimés à titre récréatif? Aller voir justement son niveau de connaissance par rapport à ça, puis en rester là. Peut-être établir qu'on va parler d'autres choses plus tard ou poser d'autres questions, mais essayez de vraiment vous en tenir à votre objectif du départ, puis de ne pas tout mettre en même temps parce que ça va être difficile à ce moment-là pour vous, votre ado de retenir le message clé que vous essayez de communiquer. Puis encore une fois, ben, soyez positifs. Si on approche la situation avec soit de la honte ou de la colère ou essayer d'être alarmiste ou on veut exprimer notre déception envers un comportement qu'il y a eu, mais ça va être contre-productif. Ce qu'on vous invite à faire plutôt, c'est encore une fois avoir de la curiosité, être compréhensif du contexte dans lequel notre ado est, puis d'essayer d'aborder la question de façon un petit peu plus positive. Par rapport à votre propre consommation aussi, quand je parlais de modélisation plus tôt, euh, on, on vous invite à être honnête envers votre propre consommation de substances, au moins que vous sachiez de quoi vous êtes à l'aise de parler avec votre ado. Parce que si vous parlez de consommation et que vous consommez vous-même, on peut vous garantir que probablement votre ado va vous en parler parce que justement, il a été témoin d'une certaine consommation. Puis là, je parle, ça peut être même de consommation sociale, d'alcool, ou moi, quand je suis avec mes amis, de dire, ben, notre ado pourrait nous dire, ouais, mais toi, quand tu es avec tes amis, puis quand ils viennent à la maison, automatiquement, vous ouvrez une bouteille de vin. Donc, ça fait partie de comment tu as du fun avec tes amis. Fait que pourquoi ça ne pourrait pas être la même affaire avec moi? Dans cette optique-là, on vous invite de vous préparer à avoir ces conversations-là par rapport à votre consommation. Puis peut-être d'inviter le jeune à dire, ben, en quoi ma consommation a un impact sur toi, tes propres décisions, tes propres comportements par rapport à ta consommation. D'inviter justement ce dialogue-là pour comprendre quel genre d'impact a votre propre consommation chez votre jeune. Puis d'éviter les sermons, d'encourager à les exprimer comme la question que je viens de poser. Peux-tu partager avec moi justement comment ma consommation peut avoir un impact sur toi et sur tes décisions par rapport à ta consommation? Trouver un endroit confortable. Encore une fois, c'est pas entre deux portes. Avant qu'ils partent à l'école, j'ai quelque chose à dire, mais euh, que vous soyez dans un endroit où est-ce que les deux vous êtes à l'aise. Puis à ce titre-là aussi, je vous inviterais même à peut-être demander la permission, dans le sens où j'aimerais ça te parler de quelque chose, puis de te dire, écoute, il y a eu, j'ai vu dans les nouvelles dernièrement un jeune qui est mort au volant, puis il y avait du cannabis dans l'auto. Ça m'inquiète, puis j'aimerais ça pouvoir en parler. Est-ce que c'est un bon moment? Et à ce moment-là, peut-être que votre jeune va vous dire, écoute, j'ai un examen demain, il faut que j'étudie, j'ai vraiment pas le temps. Puis à ce moment-là, de dire, ben OK, c'est correct, mais je veux juste que tu saches que c'est important pour moi d'en parler. Donc après ton examen, j'aimerais ça qu'on puisse revenir à la question. Mais en demandant permission, on donne un certain pouvoir aux jeunes aussi pour qu'ils ne sentent pas qu'on les prend en embuscade puis qu'ils sont obligés d'en parler à ce moment-là. Soyez conscient du langage corporel, encore une fois, avoir les bras croisés, vraiment être en ouverture, pouvoir être face à face, pouvoir en parler, croiser les bras, poser des questions fermées, faire des accusations, va peut-être faire que le jeune ne sera pas nécessairement ouvert à vouloir en parler. Puis,
encore une fois, si la conversation s'anime, donc si tout à coup, on n'est pas capable, tu sais, là, c'est tous des beaux scénarios que je vous donne, mais si on n'est pas capable d'avoir un ton posé, on est confronté à quelque chose, puis on a des émotions qui sont vraiment, qui prennent le dessus en tant que parent, mais c'est correct de dire, écoute, moi, je vois qu'on est en train de s'emballer un peu, là. Je préférerais qu'on mette une pause puis qu'on revienne à ce sujet-là parce que je suis pas en état de poursuivre cette conversation-là. Donc, avant que ça s'envenime, on va arrêter ça là. C'est correct. Puis savoir quand demander de l'aide. Euh, Si c'est au-delà de vos capacités, il y a des ressources que je vais vous donner aussi, mais peut-être demander à un autre adulte significatif dans la vie, à l'autre parent, de pouvoir prendre part à la conversation si on sent que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas capable, puis que justement, nos émotions prennent trop le dessus. On vous invite aussi à faire de l'écoute active, de poser des questions ouvertes comme parle-moi de ce que tu sais. On a parlé aujourd'hui de cannabis, puis on parlait de THC puis de CBD. Parle-moi donc de ce que tu sais par rapport au THC puis du CBD, au lieu de dire est-ce que tu sais c'est quoi du THC? Probablement que vous allez avoir un oui puis un non, puis ça n'engage pas à la conversation. Donc, on vous invite à poser des questions ouvertes. Encore une fois, de demeurer positif. Ça, dans une optique où peut-être que vous allez entendre des choses qui vont vont vous bousculer un peu. Oui, j'ai essayé, ou bien mon ami en prend. À ce moment-là, être positif, c'est peut-être aussi répondre, ben, j'apprécie ton honnêteté. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'au moins on démontre qu'on est positif puis qu'on apprécie qu'on est capable d'avoir des conversations authentiques. Faites savoir à votre ado que vous l'écoutez. Donc, une façon de faire savoir à l'ado qu'on écoute, c'est de retourner mot pour mot ou simplement le sentiment qu'on écoute. Donc, écoute, j'entends que tu es stressé ces temps-ci, puis j'entends que tu as essayé de fumer du cannabis, par exemple, parce que tu pensais que ça allait aider à ton stress. Est-ce que c'est bien ça que je comprends? Pour que l'ado puisse comprendre que vous avez compris, justement, puis que vous avez bien écouté sans jugement, vous faites juste retourner la question. Demander la permission, je l'ai dit plus tôt, et démontrer de l'empathie ou de la compassion, ça veut peut-être dire à ce moment-là, quand, par exemple, à la question que je viens de dire, écoute, j'entends que tu es vraiment stressé ces temps-ci, puis tu as essayé du cannabis pour voir si ça allait t'aider. Démontrer de l'empathie puis de la compassion, ce serait dire, c'est vraiment plate pour toi. Je comprends que tu sois stressé. Il y a beaucoup de pression à l'école ces temps-ci. Écoute, ça te tente-tu qu'on essaye de penser à d'autres moyens de, de justement faire face à ce stress-là? Ça serait de démontrer de l'empathie ou de la compassion. Encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, je ne veux pas de scénario précis. On vous suggère certaines pistes. Il y en a plusieurs autres aussi à travers notre site. Mais au lieu de dire, par exemple, mais dans une conversation, tu sais, t'as eu des super bonnes notes, mais je pense que tu peux travailler encore plus fort. On vous invite, par exemple, à dire, hé, t'as eu des bonnes notes, au lieu de dire, mais c'était pas fort en maths, et j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu peux avoir comme note en mathématiques, par exemple, au lieu de dire, mais c'était pas bon en maths. Tu devrais arrêter de fumer du cannabis ou tu devrais arrêter de boire euh, et mettre l'emphase sur j'aimerais. Donc, au lieu de, de- d'aller vers le blâme de l'autre, tu devrais arrêter. J'aimerais qu'on puisse parler de ta consommation. J'aimerais qu'on puisse parler de ton party de la semaine passée. Le ramener à nous, puis le ramener à nos préoccupations. Des termes comme mauvais, euh, mettre plus l'emphase sur ce qui est sain et malsain, néfaste pour la santé, par exemple. Stupide, encore dans un esprit de malsain, au lieu de dire, ben, c'est stupide de consommer pour gérer son stress, c'est de parler de justement les risques inhérents à ça, puis comment ça peut être malsain pour la santé, mettre vraiment l'emphase sur la santé. Désapprouver dans le sens où j'approuve pas ou je suis en désaccord avec tes amis, j'aime pas l'influence que tes amis ont. Le mettre sur nos préoccupations à nous. Je suis préoccupée par ton groupe d'amis. Je m'inquiète du fait que peut-être ils n'ont pas une bonne influence sur toi. De mettre ça sur nos préoccupations et notre perception à nous. Et encore une fois, par rapport au déçu, là, encore de ramener ça à nous et de parler d'inquiétude.
Au lieu de dire, je suis déçue de la décision que tu as prise par rapport à tel ami, ou je suis inquiète de tes fréquentations ces temps-ci parce que je suis préoccupée par ta santé, puis j'ai peur de ce que ça peut amener. Un petit mot par rapport, puis j'en ai glissé un mot là, par rapport à la modélisation sur quand nous-mêmes on consomme. Écoutez, la situation de chacun est différente. Les choix de consommation en tant qu'adulte nous appartiennent. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est que si vous consommez vous-même, rappelez-vous que vos ados, les enfants dans votre vie voient vos comportements par rapport à la consommation. Donc, on vous invite à être honnête puis d'éviter de mentir. Puis si vous n'êtes pas à l'aise d'aller parler de ça, d'être honnête, de dire, écoute, je ne suis pas à l'aise de parler de ma consommation. Puis pourquoi c'est important pour toi d'en parler avec moi, mais puis d'aller chercher l'information. Mais si vous n'êtes pas à l'aise de le dire, je ne suis pas à l'aise d'en parler présentement, j'aimerais entendre toi ce que tu as à dire, puis je te reviendrai. Mais au lieu de dire, non, moi, il n'y a pas de problème s'il y a un problème ou c'est pas vrai, je ne consomme pas, etc. La raison pour laquelle on vous invite à éviter le mensonge, on vous invite à ne pas mentir, c'est que on essaye de bâtir une fondation qui est sur la confiance et de demeurer la source justement fiable et pertinente d'informations sur la consommation chez les jeunes. Donc, si vous mentez à propos de votre propre consommation, c'est une invitation pour eux à faire la même chose. Gardez comme objectif la sécurité et le bien-être de vos jeunes. Encore une fois, c'est dans l'optique où je te parle de ça parce qu'il y a des risques inhérents à ça, à ta santé physique et mentale, puis je veux que tu sois bien, je t'aime, c'est pour ça que je vais t'en parler, je suis préoccupée, je suis inquiet. Si vous avez arrêté de consommer, peut-être que c'est un bon moment pour pouvoir partager ce que vous avez appris par rapport à la consommation, puis qu'est-ce qui vous a incité à arrêter, justement. C'est peut-être une bonne opportunité pour pouvoir avoir ce partage-là. Prenez en considération votre propre consommation de substances. Si vous pensez justement avoir des enjeux par rapport à votre consommation, c'est important d'aller chercher de l'aide pour vous, pour être à moyen justement de pouvoir aider votre ado, puis de donner l'exemple d'aller chercher de l'aide, justement, va inviter votre jeune à faire le même s'ils ont des enjeux maintenant ou plus tard. D'autres conseils, commencez tôt à discuter de la consommation de substances. Il n'est jamais trop tôt. Donc, attendez pas à l'adolescence ou à la première initiation. Commencez dès l'âge scolaire, au primaire, en adaptant, bien sûr, les conversations en fonction de l'âge. Je vais avoir quelques petites suggestions à faire. Vérifiez régulièrement. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a parlé de consommation avec notre jeune à 13 ans qu'on dit c'est fait. Ils sont constamment exposés à différentes affaires, donc c'est important de revenir souvent vers nos ados, voir comment ils vont, s'ils sont stressés, comment ça va avec les amis, et leur faire savoir que quoi qu'il se passe, quel que soit leur âge, vous serez toujours là pour eux, quoi qu'il arrive, pour qu'ils savent qu'ils peuvent dépendre de vous. Alors, quelques petits conseils pour les parents de jeunes enfants et préados. Ce qui est important, c'est d'établir des règles claires pour que les enfants savent qu'est-ce qui est permis et pas permis, puis que les enfants puissent comprendre en fonction de la santé euh, les répercussions d'une consommation de substances. Donc, on met ça vraiment par rapport à qu'est-ce qui est sain et malsain par rapport à notre santé, quand on parle de vapotage, par exemple, ou prise d'alcool en bas âge. Pour les pré-ados et ados, nourrissez leur confiance en eux. On sait qu'un ado qui a une bonne estime de soi puis qui a une résilience est moins prompt à avoir une expérimentation précoce de substances, encourager des activités préscolaires, offrez-leur un environnement familial, sécure, accueillant et bienveillant. C'est un facteur de protection par rapport à une consommation à la fois précoce et problématique. Et pour les parents d'ados plus âgés, de jeunes adultes, on invite à garder le dialogue ouvert, même quand nos grands-enfants sont rendus à l'université, par exemple, ou ne restent plus à la maison. Ils sont en âge légal d'aller se procurer de l'alcool et du cannabis, par exemple. Donc, on puisse vérifier comment ils vont et comment ils gèrent leur stress et les inviter à utiliser les ressources qui sont disponibles pour eux. Ma dernière question avant de se quitter.
Quel pourcentage de parents ne dirait pas à quiconque si son jeune expérimentait un problème de santé mentale? Qu'est-ce que vous pensez que les études démontrent dans le chat? Est-ce que vous pensez que 20% des parents n'en parleraient pas si son jeune avait un problème de santé mentale? 30%, 40% ou 60%? 60, 40, 40. Ça vacille entre 60 et 40. La réponse est 40%. Alors ça, c'est selon la Commission de la santé mentale du Québec. 2 parents sur 5 confirment que si leur enfant souffrait d'un problème en santé mentale, ils n'en parleraient pas. Puis c'est quoi, en fait, les barrières à l'accès aux services en santé mentale? Il y a les longues périodes d'attente, tout dépendant des gens, où est-ce que les gens habitent pour avoir accès à des programmes publics. Ça peut être 6, 12, 18 mois d'attente. Il y a certains parents qui se sentent complètement dépassés ou sont mal à l'aise, ils ne savent pas comment aborder le sujet ou aller chercher de l'aide. Il y a des choix limités, des horaires des rendez-vous, c'est difficile, c'est pendant les heures de travail, ils ne sont pas capables. La peur de ce que les autres vont penser, j'ai peur de me faire juger, je ne veux pas en parler. La peur d'être incompris ou rejeté, tout ce qui est stigmatisation, ça joue un grand rôle sur aller vers les services qui sont disponibles pour la santé mentale en matière de soutien chez les parents. Chantal, on ne voit pas le diapo. Ah non? Ah, comment ça? Qu'est-ce que vous voyez? C'est votre écran, sur votre écran. Ah oui? On voit le chat de votre écran. OK. Voilà. Là, Oui, c'est bon. là, vous le voyez? Oui. OK. Peux-tu recommencer? Toute la patente. Ben, je sais. Il Cette reste 4 partie-là, peut-être, minutes. parce que c'est ça qu'on n'a pas vu. OK, je vais rapidement. Longue période d'attente, se sentir dépassé, choix limité et tout ce qui est stigmatisation sont des barrières à accès aux services en santé mentale. Je vais passer rapidement parce que je veux vous fournir nos outils. Combien de jeunes et de parents déclarent savoir où trouver des informations fiables sur les drogues au Canada? Un quart, un tiers, la moitié, trois quarts. Ça, c'est encore là selon notre étude que l'on a fait. Il y a un tiers de jeunes et de parents qui savent où aller pour aller chercher de l'information. Donc, c'est là que je veux vous parler de Clic Parent. Sur notre site web, c'est un service de soutien qui est disponible gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez téléphoner et clavarder et c'est fait pour venir en aide aux parents, familles, intervenants qui sont préoccupés par la consommation de substances d'un jeune dans leur vie. Vous allez parler à quelqu'un de vrai qui va être capable de venir vous aider. C'est un intervenant avec TELUS Santé qui nous offre leur service à un tarif très, très, très forfaitaire pour qu'on puisse avoir accès à des ressources qui sont disponibles autour de nous pour nous aider justement avec les enjeux de consommation dans la vie d'un jeune. C'est aussi simple que de téléphoner au numéro qui est à l'écran, à visiter notre site qui est parlersubstance.org. Donc, il y a deux options. Vous pouvez parler ou vous pouvez clavarder à même notre site web. Là, vous avez accès au service Clic Parent. C'est gratuit. Je vous invite à l'utiliser. Vous pouvez avoir accès aussi à travers ce service-là à un service de psychothérapie jusqu'à 5 sessions gratuites dans le temps. Puis justement, quand on parle de s'il y a des longues files d'attente, à ce moment-là, vous pouvez, au système public, ce que je veux dire, c'est que pour parer à ça, vous pouvez avoir accès à ce service-là à l'aide de Clic Parent. Je vous invite à venir sur notre site pour voir ça. Et en dernier lieu aussi, on a un nouvel outil qui s'appelle Vraie Discussion. C'est des modules d'apprentissage en ligne. Je vous montre ça rapidement. Je vais cliquer ici.
Non, je pense que je ne le vois pas. C'est pas grave. Je venez sur notre site, puis vous allez pouvoir voir c'est quoi vraie discussion. C'est des modèles d'apprentissage interactif où, par exemple, différentes situations où un jeune arrive éméché à la maison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Je trouve du papier à rouler dans la chambre de mon jeune. Qu'est-ce que je fais? Mon jeune m'avoue qu'il est revenu à la maison hier, puis que le conducteur est en état d'ébriété. Qu'est-ce que je dis? Et il y a différents choix de réponses qui vous amènent à différentes réponses que l'ado pourrait avoir. C'est comme on choisit notre propre aventure, mais c'est tous ces scénarios-là ont été développés avec l'aide de psychologues qui travaillent en dépendance et avec les jeunes. Donc, ça vous donne une pratique et des petits trucs sur comment avoir des discussions sur différents sujets, comme je dis, alcool, cannabis, autres drogues, etc. Tout est là et c'est disponible sur notre site web. Ça m'amène à ma dernière diapo. Il est 12h59. Je vous avais dit qu'au maximum, on allait avoir 1 heure. S'il vous plaît, si vous pouvez utiliser le code QR présentement à l'écran avec votre téléphone, il y a 4 questions, ça va prendre quelques minutes, vraiment pas beaucoup de temps, mais ça nous permet d'avoir de l'information sur nos webinaires, savoir comment s'améliorer, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir encore plus, puis d'aller chercher les fonds nécessaires pour pouvoir poursuivre notre mission. Là-dessus, je vous dis un grand merci. Je vais rester ici quelques minutes encore, mais le webinaire officiellement est terminé. Mais s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent les ajouter au chat, ça va me faire plaisir de rester ici puis de répondre à vos questions. Mais sinon, je vous souhaite une belle journée. Puis le webinaire va être envoyé par courriel, je pense, Suzanne? Susan, Oui, je l'envoie cet après-midi. OK. Avec aussi, j'ai raison, hein, il va y avoir un feuillet avec Oui, un résumé de la présentation aujourd'hui, là, parfait. un feuillet d'une page qui résume l'atelier d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle journée.